Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Aujourd'hui je vous retrouve avec plaisir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur parce que nous à Lyon on ramasse depuis 4-5 jours, là c'est vraiment des grosses chaleurs, là j'ai 40-41 degrés sur la terrasse, donc j'espère que le bruit de la clim va pas être trop incommodant pendant la vidéo parce que là je suis obligé, avec la lumière devant, je me suis un peu calfeutré dans l'appartement parce qu'il fait vraiment très chaud. Alors c'est parti pour notre première escapade. En fait là je vais vous amener pas très loin, je vais vous amener à Paris. En fait Paris, beaucoup de personnes connaissent Paris, j'ai beaucoup de parisiennes qui me suivent en plus sur ma chaîne, donc je vais pas vous expliquer, en plus je suis nul, enfin moi personnellement dans les voyages c'est pas visiter, j'adore ça, mais après les monuments, voilà où il faut faire la queue, visiter des pierres, tout ça, moi j'aime pas ça. J'aime mieux ouais, me balader tranquille dehors que d'être enfermé dans un monument. Alors je sais que c'est pas bien, hein, mais moi ça me rappelle trop. J'ai jamais aimé ça. J'aime pas les vieilles pierres. J'aime pas. Voilà, je vais trouver beau un monument. Attention, je vais pas dire, je vais pas dénigrer ça parce que l'homme il a fait quelque chose de magnifique quand même. Hein, tout ce qui est à Paris, tout ce qui est les cathédrales, tout ce qui est un peu ramené. À des monuments qui sont quand même historiques, c'est vrai que c'est magnifique, l'homme a fait quelque chose de très beau, mais après c'est pas quelque chose que je m'éclate à regarder, ça me rappelle trop les souvenirs en plus quand j'étais au collège ou à l'école qu'il fallait suivre les groupes, là il y en avait toujours un qui se faisait engueuler, et quand je dis toujours un, c'était moi, parce que ou j'écoutais pas, ou je discutais avec une copine à côté, enfin moi je m'en foutais un peu, donc voilà, je vous amène pas dans des musées, voilà. Là en fait je vous amène au Palais Galliera, à Paris, qui est un magnifique palais, quoi, musée, il y a un magnifique jardin derrière, c'est super beau. Et là, on va se retrouver pour l'exposition des robes de Dalida. J'ai vraiment passé un week-end magique, parce que, bon, beaucoup de personnes qui me suivent savent que j'aime beaucoup cette femme, que j'aimais beaucoup cette femme, voilà. Donc, de me retrouver face à toutes ces robes, en plus, il n'y avait pas de vitres, il n'y avait pas de... C'était pas... comme lors d'une exposition qu'il y avait eu pour les 25 ans je crois, où c'était toute la mairie de Paris qui avait exposé en détail, hein, il y avait même des mots qu'elle avait griffonnés, ça j'aime pas trop, et puis bon c'était enfermé comme dans des gros cercueils de verre là, donc on pouvait pas, moi j'aime bien voir le détail. Alors pour la petite histoire, voilà, Dalida, je pense que tout le monde sait qui c'est, hein, voilà, donc je vais juste faire une toute petite... petite historique sur elle. Donc en fait c'est une femme qui est née le 17 janvier 1933 donc au Caire en Égypte, et à Choubra, c'était un quartier très populaire du Caire, et là-bas il y avait des Grecs, il y avait des Italiens, il y avait beaucoup il y avait des Français, il y avait des Arabes, il y avait vraiment c'était vraiment cosmopolite, hein, ce quartier, hein. Donc voilà, dans ce quartier est née Yolanda Gigliotti. Yolanda Gigliotti alias Dalida. Voilà, son père était premier violoniste à l'Opéra du Caire, qui s'appelait Pietro Gigliotti, et sa mère Peppina, qui était une petite couturière. C'était vraiment une famille très modeste, hein. Elle habitait un tout petit appartement, voilà, au milieu de Choubra. C'était pas le palais de la diva. Et c'était vraiment une famille modeste, voilà, elle a eu deux frères, donc Orlando et Bruno, mais pas l'Orlando que vous connaissez, parce que l'Orlando que vous connaissez a pris le nom de son grand frère, parce que ça faisait showbiz, hein. Lui il s'appelle Bruno, c'est le dernier, c'était le petit frère, donc voilà. La petite histoire, elle arrive à Paris en 1954, et quand elle arrive en 1954, elle a toujours voulu être comédienne. À la base, elle voulait pas être chanteuse, elle savait que c'était le théâtre, le cinéma qui l'attirait, mais pas forcément la chanson. Et quand elle a été élue Miss Égypte en 1953, ça a été un scandale dans la famille. Je pensais, enfant au Caire, dans une communauté un peu musulmane, il y avait beaucoup, bah oui, musulmans, il y avait beaucoup les Italiens aussi, c'était très défilé, la petite jeune fille de 17 ans, elle défilait en maillot de bain, en plus 2 pièces à l'époque, c'est en 1953, c'était quand même assez chaud quand même, hein, léopard, donc petit soutien-gorge et petite jupette. Sa mère, quand elle a vu ça le lendemain dans les journaux, parce que bien sûr elle a rien dit, ça j'adore cette anecdote, c'est que de rage elle a coupé les cheveux de sa fille, parce que les cheveux de Yolanda c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Et voilà, après ça faut lire les livres, il y a plein d'anecdotes comme ça, et donc elle a voulu tenter sa chance à Paris.
C'était un ami à elle qui l'a fait tourner, parce que donc elle a été élue Miss Égypte donc en 1953. Et quand elle est arrivée en France, elle avait tourné un petit peu avant en Égypte dans des petits films. Mais des petits films où elle faisait un peu le rôle d'une vampe. Hein. C'était alors les vampes de l'époque, hein. C'est pas Gisèle et Lucienne les vampes. C'est la vampe, la femme très plantureuse, la brune, parce qu'à l'époque elle était brune. Et donc elle a fait 2 films. Elle a fait Tiga à la Wakas, c'est-à-dire un verre et une cigarette en égyptien. Et où là elle fait un rôle, pas forcément un très grand rôle, parce qu'elle est juste au piano et elle commence à pousser un peu la chansonnette. Elle arrive à Paris, elle voulait Paris à ses pieds, hein. Donc elle a voulu tenter sa chance à Paris. Elle est partie à Paris, c'était la première fois qu'elle prenait l'avion. Et donc arrivée à Paris, c'est allé assez vite parce qu'elle est restée finalement 1 an sans rien faire, enfin sans rien faire, de petit job en petit job pour pouvoir bouffer. Et donc elle a signé son premier contrat à la Villa d'Est. Et la Villa d'Est, c'était un cabaret parisien où les vedettes de l'époque allaient souvent. Donc je pense qu'il y a eu Edith Piaf, il y a eu Juliette Gréco, il y a eu Aznavour, enfin c'était les vedettes d'avant. Et Dalida passait en 2e partie, parce que quand elle est arrivée en France, elle ne s'appelait pas Dalida, elle voulait s'appeler Dalila, parce que à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes filles en Égypte qui s'appelaient Dalila, et elle aimait ce nom, et ça faisait finalement trop penser à Samson avec Dalila qui coupe les cheveux de Samson. Et un ami à elle lui a proposé de remplacer le L de Dalila par un D qui fasse comme Dieu le Père, c'est ça. Et donc c'est comme ça qu'est née Dalida. Donc elle a signé son premier contrat à la Villa d'Est, mais elle n'avait pas de robe de scène. Donc il a fallu créer une robe de scène, et la fameuse robe de scène, ça a été sa première robe de scène, donc en 1954, et c'est celle-là. C'est une robe bustier en velours rouge, avec un jupon noir qui est magnifique. Je vous laisse regarder la robe. Ensuite, le phénomène Dalida explose, c'est-à-dire qu'elle rencontre Lucien Morris, Eddie Barclay et Bruno Cocatrix. Donc Eddie Barclay, tout le monde connaît qui c'est. Bruno Cocatrix, c'était le directeur de l'Olympia. Et Lucien Morris, c'était un gars qui travaillait dans les radios, je crois que c'était Europe 1 mais je me rappelle plus, c'était une station de radio. Et lui, il en est tombé amoureux de cette fille. Et en fait, lors d'un casting, comme un peu... la recherche de la nouvelle star maintenant, Dalida a passé une audition, donc il y avait les trois hommes devant, et elle a pris une chanson de Gloria Lasso qui était Étrangère au paradis. Quand on sait après l'évolution, c'est impressionnant cette chanson. Donc elle a gagné, hein, donc il faut que j'arrête avec les donc. Elle a gagné l'audition. Lucien Morris, je pense, est tombé amoureux de cette femme à ce moment-là. Je pense qu'il a vu... ce qui pouvait arriver à la métamorphoser, parce qu'il y a l'égyptienne qui arrive, enfin italienne qui arrive à Paris, donc c'était la brune, l'œil charbonneux. Il a nettoyé un peu tout ça en disant allez, tu vas alléger un peu les colliers, tu vas alléger les bijoux, tu vas alléger le gloss sur la bouche et puis le trait noir qu'elle se faisait sur les yeux, et on va adoucir tout ça, et puis il l'a moulé en fait en Dalida. Donc ça c'était en 54. Les succès arrivent avec les nouvelles robes. Donc les robes là que je vais vous montrer, il va y avoir la robe de Bambino, il va y avoir la robe de Gondolier, c'est toutes dans le même style. Des robes avec un bustier très serré au niveau de la taille et très évasé jusqu'aux genoux. Les robes un peu pouf pouf, moi j'appelle ça. Et j'espère que vous ne voyez pas, il y a le maestro qui vient se coucher. Et donc voilà, Bambino, Gondolier, Ciao Bambina, Come Prima, tout ça, c'est cette époque-là, je vous laisse admirer. Juste pour vous dire, la robe de Gondolier, quand vous regardez les clips, parce que Dalida, ça a été la première chanteuse qui a eu droit à être filmée et à avoir sa couverture, sa photo en couverture de disque. La robe de Gondolier, c'est une robe qui est bleu roi, chérie. Fin des années 50, début des années 60, donc là Dalida est vraiment connue en France et puis à l'étranger, parce que les tournées commencent à la demander, donc le Canada, l'Allemagne, la Pologne, la Grèce, avec les Enfants du Pirée. Elle a été quand même une des premières à amener le sirtaki en France, quoi, avec la danse de Zorba en 1965, il me semble.
Et les années noires vont commencer à arriver. Quand je dis les années noires, pourquoi? Les années noires, en fait, parce qu'en 1967, Dalida est tombée amoureuse. Elle s'était mariée déjà avec Lucien Maurice, qui n'a pas... Ils ont eu une histoire d'amour pendant 6 ans. Ils se sont mariés la 6e année, ils ont divorcé un mois après. Elle est tombée amoureuse d'un jeune peintre qui s'appelait Jean Sobieski. Donc, quand vous voyez la photo sur internet, mais c'était juste une tuerie, ce mec tellement qu'il était beau. Et donc elle a eu le coup de foudre pour cet homme, et bon, elle a laissé Lucien, parce que Lucien... il n'y avait plus d'amour entre eux, mais je pense qu'il n'y avait plus d'amour charnel, mais il y avait un amour de passion entre eux, parce que je pense qu'ils se sont toujours aimés. Ça a été sa chanteuse, ça a été la femme qu'il a vraiment aimée. Donc bon. Et les années noires arrivent en 67, parce qu'en 67, elle rencontre un chanteur italien qui s'appelle Luigi Tenco. Et c'était un chanteur de l'époque qui était très... c'était des textes assez noirs, c'était un auteur-compositeur, hein, je crois qu'il écrivait lui-même ses musiques à la guitare. Mais c'était des textes très durs à chanter. Et il en a écrit une qui s'appelle Ciao amore ciao. Et Dalida est tombée amoureuse de cet homme. Et lui, c'est pareil. Donc ils ont vécu un amour caché. Et le festival de Sanremo en 1967 arrive. Et Luigi Tenco devait défendre sa chanson Ciao amore ciao. Dalida a accepté de l'accompagner et a voulu aussi défendre sa chanson, la même, sur scène. Luigi Tenco a eu une prestation assez médiocre parce qu'il avait pris quand même pas mal de tranquillisants. C'était un homme apparemment qui était très nerveux, qui était très... il a perdu un peu ses moyens. Le public italien n'a pas du tout retenu la chanson. Par contre, Dalida, quand elle est montée sur scène, elle était déjà connue. C'était en 67, donc ça faisait déjà plus de 10 ans qu'elle chantait. Automatiquement, elle a fait un peu un carton, comme on dit. Hein, mais la chanson n'a pas été retenue. Il y a eu le dîner pour clôturer le festival de Sanremo, et là Luigi Tenco est allé dans la chambre d'hôtel et s'est tiré une balle dans la tête. Voilà, donc le premier suicide, et c'est Dalida qui l'a retrouvé, donc la scène devait forcément être atroce. Et voilà, là Dalida a complètement changé. Quelque temps après, elle a fait sa première tentative de suicide où elle a fait quand même 5 jours de coma. Et là, la Dalida a changé, c'était plus la Dalida des yéyés. D'ailleurs, elle n'a jamais été trop yéyé, mais c'était plus la chanteuse un peu populaire, entre guillemets, les petites chansons un peu légères. Elle a voulu vraiment défendre des chansons à texte. Donc les robes qui vont arriver, c'est des robes en fait de Madone. Elle aimait sa fameuse robe blanche, qui est celle-là. Donc cette robe blanche, voilà, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus pur. Elle revenait d'Inde où elle avait fait un long chemin à l'intérieur de soi, parce qu'elle était cassée dedans. Perdre l'homme qu'elle a aimé, un suicide, c'est quelque chose d'atroce. Et elle a voulu commencer à défendre les chansons à texte. Les compositeurs lui ont écrit quand même pas mal de chansons qui lui collaient quand même pas mal à la peau. Mais là, elle a commencé à interpréter avec le temps de Léo Ferré. Elle a commencé à interpréter aussi la chanson de Luigi Tenco sur scène, Ciao amore ciao. Et quand elle l'interprète, c'était vraiment un truc de fou. Et là, les robes vont arriver. C'est des robes qui sont pures. C'est vraiment des robes simples. C'est celle-là. Fin des années 60, Dalida se reconstruit un petit peu, mais un nouveau drame arrive dans sa vie, c'est le suicide de Lucien Maurice, le premier homme qu'elle a aimé, donc son mari, parce qu'elle a été mariée qu'avec lui. C'est pareil, c'est tiré une balle dans la tête, donc là le nouveau drame en fait qui arrive, et là la chanteuse a voulu aller beaucoup plus loin en interprétant des chansons qui lui collaient vraiment à la peau, avec des Je suis malade de Serge Lama, alors que c'était pas forcément écrit pour elle, mais elle a voulu les réadapter. L'interprétation de Je suis malade de Dalida est juste magnifique, c'est impressionnant, que ce soit dans les mains, dans les cheveux, tout bouge. Hein. Elle vivait vraiment ses chansons. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'elle n'a pas pu faire son rôle de comédienne comme elle aimait, mais finalement sur scène, quand on interprète une chanson, ça dure 3 minutes et demie, 4 minutes, donc pendant 4 minutes, c'était vraiment la comédienne qui interprétait ses textes, alors qu'elle n'écrivait pas ses textes, c'était les autres qui écrivaient pour elle, des chansons qui lui collaient tellement bien à la peau. Donc les années 70 arrivent, et qui dit les années 70 dit un peu les années disco. Elle rencontre un homme qui la libère un petit peu, c'est-à-dire, voilà, elle n'osait pas montrer trop ses jambes, montrer ses bras.
Donc on arrive dans une époque où c'était après mai 68, donc automatiquement il y a une libération qui est là. Donc les robes sont de plus en plus sexy, le corps change, parce que quand vous regardez les robes des années 50 et les robes des années 70, elle a perdu énormément de poids, le corps est moulé, le corps porte des fourreaux très très près du corps. Les mannequins que vous voyez avec les robes sont à l'échelle 1, donc c'est vraiment les mensurations de la chanteuse. Et quand j'étais devant, parce que je me mettais vraiment devant, on voyait même Bichette les auréoles encore, le frottement des bras autour des robes, comme elle bougeait énormément, mais une taille mais vraiment mais très fine quoi, et pas très grande, elle n'était pas immense. Enfin bon, pas immense, elle faisait quand même 1m69, hein, donc avec des talons ça fait 1m73, 1m74, donc oui, elle était pas petite, mais bon, je la voyais beaucoup plus grande. Et là, donc on arrive sur les robes à paillettes. Vous allez reconnaître la robe de Miss Tinguette, la robe de J'attendrai, la robe de Besame Mucho, la robe de toutes ces années disco, Salama ya Salama, Laissez-moi danser, enfin voilà, je vous laisse admirer, à tout de suite. Les années 80 se pointent, les années 80 arrivent et là Dalida vient de perdre encore son le troisième homme qu'elle a aimé qui s'appelait Lucien Maurice, non pas Lucien Maurice c'était le premier qui s'appelait Richard Chanfray. Et lui il se faisait appeler le comte de Saint-Germain. C'était un personnage un peu farfelu qui disait qu'il arrivait à changer le plomb en or. Mais bon, c'est lui où elle a été, c'est la période où elle a été la plus belle, où elle a été quand même assez époustouflante dans des chansons magnifiques, vraiment la belle blonde, cheveux longs, très sexy. Et donc, il est décédé en 1983, mais bon, les années 80 arrivent. Elle a voulu travailler avec un créateur de robe qui est, parce qu'il est toujours d'actualité, Jean-Claude J3. Donc tout le monde connaît un petit peu Jean-Claude J3, je vous invite à regarder un peu ce qu'il faisait sur internet. Des robes très près du corps, donc les épaulettes assez larges et puis tout en cuir, voilà. Donc il y en a 3 ou 4, les voici. Ensuite, il y a les fameuses robes, comment je pourrais les appeler? Les robes un peu, on voit un peu en flanelle très souple, où elle les mettait souvent quand elle enregistrait des shows chez les Carpentiers, avec Daniel Gilbert, qui était Midi Première, je crois, des robes assez, comment on dit, pas lourdes à supporter, parce que quand il fallait... c'était plus des robes de ville, voilà, là c'est pas forcément des robes de scène, les 3 que je vais vous montrer, c'est celle-là. Ensuite, on passe dans une deuxième salle où il y a tous les bijoux et les chaussures. Moi, j'ai été quand même assez impressionné
Elle avait des grands pieds. Elle avait des grands pieds. Quand on voit les talons, c'était alors des talons, mais je sais pas comment elle faisait pour danser avec. C'était impressionnant. Et puis des bijoux, alors très années 70 les bijoux, hein, et les ceintures, les voici. Ensuite, donc on arrive dans les années fin 85. Dalida, on lui propose de tourner, un réalisateur égyptien qui s'appelle Youssef Chahine lui propose de tourner dans un film franco-égyptien, non, ou égyptien tout court, parce que c'est là-bas, qui s'appelle Le Sixième Jour. Le Sixième Jour est le dernier rôle qu'elle a interprété au cinéma, qui est le rôle d'une grand-mère, voilà, qui se bat avec son petit-fils, et elle a son petit-fils qui est atteint du choléra. Voilà, il y a le choléra en Égypte, et le petit gamin veut voir la mère. Donc après, il y a toute une histoire avec un montreur de singes. Moi, j'ai adoré le film, et moi, je le regarde en arabe, je le regarde pas en français, parce que c'est sous-titré, sinon, bien sûr, je comprends rien. Mais c'est tellement plus fort, justement, dans un cadre d'Égypte. C'est super beau, quoi. Et le film est... bon, c'est un film dramatique, hein, vous n'allez pas avoir des abdos en rigolant, hein, parce que vous rigolez pas du tout. Et elle veut sauver son petit-fils du choléra. Je vous invite à le regarder, il est en ce moment sur internet, donc regardez-le. C'est une performance vraiment assez impressionnante, parce que c'est pas la Dalida qu'on connaît. Deuxième jour, voilà, je vous conseille de le regarder. C'est vraiment une performance impressionnante. Elle n'est pas du tout la Dalida, donc ce que je vous disais qu'on connaît, parce qu'elle est toute voilée, elle est toute en noir. Et c'est justement le costume qui clôture cette exposition. Et il y a un glas qui est là, parce qu'en fait on passe dans la dernière pièce qui est les robes de scène, les robes de film. Donc il y a le Tigha al-Wakas, il y a le masque de Toutankhamon, il y a le sixième jour, et c'est le dernier costume qu'on voit tout en haut. Et ça a trait vraiment à la mort, quoi. Elle a porté des paillettes pendant tout le long de sa vie. Et là on finit sur, pas tout le long de sa vie, mais bon, une grande partie de la carrière de Dalida. On se rappelle de quoi finalement? On se rappelle de beaucoup des boas en plumes, les robes en strass. Et là on finit avec ce fantôme, enfin oui, on dirait le costume de Belphégor, hein, vraiment le côté très noir. Et c'est vrai qu'on n'en sort pas indemne. On est sorti de cette expo, enfin moi de toute façon, si j'aurais pu dormir, je l'aurais fait. Mais j'avais qu'une envie, quand je me suis retrouvé vraiment devant la première robe, parce que moi c'était la première fois que j'étais confronté à ça, j'avais jamais vu... Ah, mais d'instinct je voulais prendre le mannequin et puis comme lui faire un câlin, quoi. Le côté de dire putain ça y est, t'es là, voilà, c'est un truc de fou, hein. Il y a vraiment... Pourquoi j'aime cette chanteuse, je ne sais pas, j'arrive pas à y expliquer. C'est pas du tout ma génération, parce que moi elle est morte, j'étais petit, j'avais 7 ans, donc c'était pas non plus... Mais j'ai des vagues souvenirs, et encore je sais même pas si c'est des souvenirs, parce que en grandissant j'ai vu des extraits. Je suis vraiment devenu un peu fan de cette chanteuse, pas un peu, mais oui je suis fan, je crois que j'ai tout. Quand j'ai eu, je me rappelais plus l'âge, mais c'était lors d'une émission un soir. C'était Flavie Flamand, même je me rappelle, qui présentait l'émission, et c'était Dalida, 15 ans déjà. Bah voilà, c'était pour les 15 ans de sa mort. Non, ça fait 30 ans, hein, voilà. Et je suis tombé baba, quoi. Il y a des textes qui m'ont touché, parce que comme tout le monde, j'ai aussi mes années de... Enfin voilà, des preuves à surmonter et puis à vivre. Et les textes, enfin, cette femme a été là. Pourquoi? Enfin, je sais pas y expliquer, parce que oui, comme je vous dis, c'est pas du tout ma génération. Quand on parle de Dalida à certaines personnes qui ont mon âge, c'est ah ouais, c'était la chanteuse ringarde, machin, tout ça. Moi, pas du tout. Moi, pour moi, c'était pas du tout ringard. Peut-être que pour les jeunes de l'époque, des années 80, c'était ringard, parce que c'est bon, bah voilà, elle est pas morte vieille. En plus, elle est morte, elle avait 54 ans, donc c'était pas non plus. Elle aurait 84 ans maintenant. Et j'arrive pas à expliquer, mais en tout cas, je sais que c'est une femme que j'admire et que j'admirerai, je pense, jusqu'au bout. Et voilà, donc là, on finit l'exposition sur cette robe-là. Et moi, je vais finir un peu la biographie de Dalida. Donc là, c'est en 1987. Le 3 mai 1987, c'est là où elle a décidé d'en finir. Et là, elle s'est pas loupée, hein. Elle a pris de l'alcool avec des cachets. Et puis voilà, elle s'est suicidée. Elle est morte le 3 mai 1987. Donc il y a eu
30 ans, il y aura 31 ans. Non, oui, il y a eu 31 ans au mois de mai. Là. Et la petite chose, ce qui est impressionnant, c'est que bon, tout le monde se rappelle qu'elle avait les yeux fragiles, elle avait un œil qui partait un petit peu. Il y a tout des fois des vidéos que vous voyez un peu sur internet, il y a un strabisme qui est plus ou moins corrigé, elle a été opérée je ne sais pas combien de fois, je crois 6 fois dans sa vie de ses yeux. Et en fait, elle n'a jamais pu dormir la lumière éteinte, parce que quand elle est née, ça avait été la catastrophe et les médecins de l'époque lui ont bandé les yeux pendant 40 jours. Donc 40 jours, 40 nuits à pas voir le jour. Quand ils lui ont enlevé le bandeau, l'œil il était complètement rentré, il y avait du pus, ça s'était infecté, enfin ça a été un truc de fou. Et la peur de dormir dans le noir, elle dormait la lumière allumée. Chose que le soir où elle a décidé vraiment de partir, la première des choses qu'elle a fait, elle a éteint la lumière. Et geste vraiment de dire stop, on arrête quoi, une vie. Et c'est ça qui frappe pendant tout le long de l'expo, parce que voilà, je vais vous mettre d'autres photos. Des robes de lumière assez impressionnantes, mais quand on sait finalement la vie privée de cette femme qui a été quand même très torturée, parce qu'il y a d'autres choses qu'elle a vécues que j'ai pas, enfin voilà, je veux pas, parce que ça c'est, voilà, il y a des biographies, je vous invite à les lire. On se dit, elle a tenu quand même pendant 35 ans de vie sur scène assez impressionnante, parce qu'elle est connue dans le monde entier. La dernière fois je suis allé à New York il y a 3 ans. On rentre dans un magasin où il y a un peu des disques, je regarde, paf, il y a un disque de Dalida à New York. Tu te dis, voilà, c'est quand même assez impressionnant. Elle a chanté d'ailleurs à New York. Hein. Et bref, voilà, c'est vraiment une carrière et une vie de femme assez hors du commun, avec un destin vraiment fatal, parce qu'elle a réussi à partir d'une manière très violente, parce que c'est elle qui l'a décidé, donc il faut respecter. Mais finalement, on se dit, 31 ans après, elle est toujours là, parce que son frère l'a fait vivre à travers des CD, l'a fait vivre à travers des films. Et je trouve que c'est super et voilà, et elle continuera, je pense que ça continuera. Voilà, moi je tenais juste à vous faire partager un peu de ma passion, parce que c'est vrai que c'est une passion. J'espère avoir été clair un peu dans les bribes de sa vie. J'ai pas préparé les textes, parce que moi vous savez très bien que je prépare pas mes vidéos. Donc je vous dis un peu ce qui m'arrive sur la langue, donc voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine, et là on va prendre l'avion, on va aller un peu plus loin, on va aller en Italie, on va aller à Rome. Donc là les vieilles pierres on en a vu, mais j'ai vraiment adoré ce voyage, alors je vais vous faire profiter mon Rome à moi en fait, pas les Roms avec, voilà. À la semaine prochaine pour une autre vidéo voyage. Allez, ciao ciao.